Monsieur le député, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Alors, on vous a rencontré pendant la campagne, vous êtes élu aujourd'hui. Quel sentiment avez-vous de cette élection? Écoutez, un grand sentiment de fierté et de bonheur. De fierté d'être élu, c'est évident. Fierté de représenter une famille politique et des concitoyens, quelle que soit leur tendance politique, et d'être le représentant de la nation, au moins pour le territoire sur lequel j'ai été élu. Ensuite, du bonheur, parce que j'appartiens à un groupe extrêmement soudé, extrêmement cohérent, le groupe Modem, et nous nous réunissons aujourd'hui à Toulon au niveau régional pour préparer notre rentrée. Et ce groupe parlementaire Modem est très compact, 47 personnes qui ont traversé le désert pendant 10 ans avec François Bayrou comme président et Marc Fesneau comme premier apôtre du président. Et cette cohérence, ce pacte, les Toulonnais savent ce que c'est qu'un pacte solide, nous permet d'aborder une session parlementaire très difficile, très chargée, avec une grande cohérence, avec une grande efficacité, et notre style qui est du travail en profondeur, avec beaucoup de sobriété, pas beaucoup de prise de parole, pour ne pas faire des interventions théâtrales comme on l'entend de la part des insoumis et de toutes les oppositions d'ailleurs. Et un choix délibéré de notre part de n'intervenir qu'à bon escient, de monter au créneau sur des amendements comme nous avons faire l'éloge il y a quelques minutes devant nos militants, qui nous permettent de nous distinguer sur cette capacité à écouter et à travailler et à être un groupe d'appui très solide de la majorité présidentielle. Donc de la fierté et du bonheur. Alors vous avez été à l'origine de la loi de moralisation, le Modem le portait par François Bayrou. Oui. Et pour autant, François Bayrou, Marielle de Sarnez et une troisième de Léon Mouéchat ont dû quitter le gouvernement. Est-ce que ça vous a affaibli? Non, ça ne nous a pas affaibli, dans la mesure où nous avons accepté cette décision qui était prise dans le même état d'esprit que lorsque le président du Modem, François Bayrou, a décidé de soutenir le président Macron, du moins le candidat Macron dans la présidentielle. C'est que François Bayrou, qui s'est toujours battu pour un idéal de société, a jugé qu'en retirant sa candidature de la présidentielle et en soutenant Emmanuel Macron, on avait la possibilité de faire évoluer les choses, ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc cette abnégation de François Bayrou, ça a été le même ressort qui, au moment où il était garde des Sceaux, et où son nom était ramené dans la presse par rapport à une question d'interprétation de contrat de travail, puisqu'on est dans des contrats à durée déterminée, temps partiel, qui avaient été souscrits avant que le statut du Parlement européen soit révisé, donc des salariés qui avaient fait prolonger le bénéfice d'un contrat signé avant. François Bayrou a jugé utile de s'extraire du gouvernement pour ne pas apporter ombrage à toute cette loi que nous voulions mettre en œuvre et à ce qu'il avait porté, c'est-à-dire François Bayrou en sortant de la compétition présidentielle, donner un souffle à la campagne Emmanuel Macron. Et il ne voulait pas être lui, avec de Sarnez, Bigoulard, être ceux qui, alors que l'aventure pouvait commencer, ne pas être ceux qui allaient faire trébucher cela. Donc ils se sont mis en retrait, le temps que les enquêtes judiciaires puissent se faire. Nous avons tout fourni, aussi bien à la justice qu'à la presse, parce qu'il y avait eu un article en 5 ou 6 pages dans Libération qui s'était fait sur la base du dossier complet que le Modem avait fourni, et nous attendons sereinement que la justice fasse son travail, et tout le monde verra la vérité de ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est pénant, parce que nous sommes 50 députés à être de la fête, parce que François Bayrou nous a portés jusque-là, et il est en retrait, il n'est pas dans le gouvernement. Ceci étant, il reste très actif, il est maire de Pau, il s'occupe de ses concitoyens, et il est à la tête de notre parti, et toutes les réunions que nous faisons toujours sous son pilotage, avec une présence constante de sa part à nos côtés. Quel est le regard que vous portez sur cette première session au niveau de la charge de travail et au niveau de ce que vous êtes en train de mettre en place, qui n'est que le fruit de votre campagne? Parce que vous avez été élu sur un programme, aujourd'hui vous commencez à l'appliquer. Exceptionnel, exceptionnel. Première partie, session parlementaire extraordinaire, 50 heures de débat par semaine. 50 heures. Je le dis aux uns aux autres, c'est vérifiable, puisque nous commencions le lundi à 15h, on finit à 1h30.
On reprend les autres jours de la semaine de 9h30 jusqu'à 1h30 et le texte a été voté en fin de semaine entre le vendredi et le samedi vers 3h30 ou 4h du matin. Donc 50 heures de débat, sans compter les débats en commission, pour examiner quelque chose comme 1200 amendements. Et quand on fait ce travail-là, quand on est à l'hémicycle, il faut d'abord se rendre à l'hémicycle, il faut ensuite retourner chez soi ou dans son bureau quand on campe dans le bureau comme c'est mon cas. Et il faut prendre un peu de temps pour répondre au téléphone ou ouvrir ses courriers. C'est-à-dire qu'on a passé des semaines de travail colossales. Ça, vous ne le retrouverez nulle part. Pourquoi ? Parce qu'on a des sites qui notent les députés, mais qui les notent sur un barème qui est complètement farfelu. Aujourd'hui, il n'y a pas de feuille de présence quand vous êtes en séance. Il n'y a pas non plus de feuille de présence dans les commissions en session extraordinaire. Donc tous les députés qui ont participé à ces 50 heures de travail étaient dans l'hémicycle alors qu'on va les juger sur des interventions orales lors de ces débats. N'interviennent que ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui sont majoritaires et qui sont dans un texte ne vont pas prendre 15, 50 fois, 100 fois, 1200 fois la parole sur des amendements qu'ils proposeraient sur le texte de leur majorité puisqu'ils sont d'accord avec. Donc on a un vrai travail qui a été fait, dont on ne peut pas forcément mesurer l'ampleur quand on se base sur les outils qui existent aujourd'hui. Donc nous avons à travailler là-dessus. Cette cadence de travail que nous avons eue, elle était d'abord satisfaisante parce que nous l'avions tous voulu, mais elle était satisfaisante sur la participation des membres de députés à ces débats. C'est-à-dire que vous pouvez le voir sur le nombre de votants, on a considérablement amélioré la participation des parlementaires en hémicycle, que ce ne fut le cas avant. Et ça dénote de cette génération qui vient d'arriver au Parlement, qui est cérébrée, qui est calibrée, qui a envie de travailler et qui s'est engagée à fond dans ce travail. Ce qui s'est passé pendant la session parlementaire extraordinaire augure bien de ce qui va se passer à l'avenir, c'est-à-dire des députés qui ne vont cumuler avec rien d'autre et qui vont se donner à fond et totalement dans leur mission. Alors malgré cette lourde charge de travail, vous êtes le premier député du Var à avoir ouvert un site, à être présent sur Twitter, à être présent sur Facebook. Pour vous, ces nouvelles technologies, ces nouveaux vecteurs de communication, c'est important ? L'ont toujours été, particulièrement au Modem, puisque le président Bayrou, dès 2007, était quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux et qui communiquait directement avec ses électeurs, ses candidats, avec ses militants à travers des mails, à travers des réseaux sociaux. Personnellement, les réseaux sociaux que j'ai, je les anime depuis plusieurs années et c'est pour moi un outil de diffusion qui fait partie du système. Aujourd'hui, on a la presse qui est informe et nous devons tous être toujours vigilants à ce que la liberté de la presse soit respectée. La presse est un arbitre au milieu du terrain. Nous sommes une équipe, on a des équipes adversaires, on se met des tacles, on essaye de se mettre des buts, et puis la presse au milieu, de temps en temps délivre un carton à l'un ou à l'autre et valide ou invalide les buts. Et il faut la respecter telle quelle. Mais après, pour pouvoir faire vivre notre équipe, vous le savez, une belle équipe, ça a des supporters. Et c'est pas au Toulonnais que vous êtes que je vais apprendre ça, c'est que le RCT, c'est un pack, c'est d'abord un public exceptionnel. Même à l'époque du Sporting, on avait toujours un public d'une chaleur formidable. Et bien le RCT, c'est un public. Et quand vous êtes un joueur, membre d'une équipe, pour moi c'est le Modem, je porte le maillot orange, j'ai besoin d'avoir mes supporters qui soient là à chaque match. Et donc pour informer les supporters, on a besoin de moyens permanents, rapides. Et toutes les réunions que je fais sur le terrain, les comptes rendus, tout ça est diffusé au jour le jour et sous forme de résumé à travers une newsletter que j'ai appelée le journal de marche toutes les semaines. J'en suis à ma 10e semaine de mandat parlementaire. J'ai mon 9e journal de marche qui est publié aujourd'hui. Que la première semaine, c'est de l'incorporation, je n'avais pas expliqué les démarches administratives, quoique certaines étaient intéressantes, parce qu'il y a des anecdotes qui finalement intéresseraient peut-être nos concitoyens de voir comment ça se passe au Parlement. Mais ce travail à travers les réseaux sociaux, c'est le lien que je peux entretenir en direct avec un retour sans filtre avec les gens qui nous entourent et même ce que je réponds à tout le monde, mes murs sont ouverts même aux critiques parce que les critiques me nourrissent, elles me jalonnent et c'est ce qui vient en complément du dispositif dont vous faites partie. Mais ça veut dire qu'on peut compter sur vous dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la mise en place de la fibre dans tous les territoires du département ? Ah mais oui. Moi j'ai énormément missionné sur un territoire qui est l'Afrique. Quand vous voyez que vous avez un câble qui fait le tour de l'Afrique, que vous avez des zones qu'on estime tous être des zones reculées du fin fond du territoire africain, vous savez qu'il y a un câble qui passe
et qu'ils ont une connexion Internet qui leur permet leur développement, de gérer leur propre développement, et que nous avons des endroits du territoire dans lequel nous n'avons même pas un débit tellement faible, c'est honteux. Moi je viens d'un territoire de l'Est-Var, sur Fréjus, Saint-Raphaël, où à l'heure actuelle et pendant l'été et depuis le Festival de Cannes, tout le monde, tous les usagers de la téléphonie mobile pâtissent d'un réseau mais désastreux, où les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles, où elles ne passent pas toujours. C'est-à-dire on a des opérateurs téléphoniques qui veulent se lancer dans la banque, et il faudrait d'abord qu'ils fassent leur métier initial, c'est la téléphonie. Une dernière question. Maintenant que vous avez cette expérience-là, pensez-vous qu'il soit possible d'être député et maire d'une agglomération? Impossible. Impossible. J'étais candidat en 2007 et en 2012, et dans mon programme, il y avait la moralisation de la vie publique, puisque quand nous étions candidats de François Bayrou dès 2007, nous signions une charte nous engageant à ne pas embaucher des membres de la famille, à ne pas cumuler et à voter la loi anti-cumul et la réduction du nombre de parlementaires. Ce que nous avons commencé à mettre en application à travers la loi de moralisation et qui viendra avec les lois institutionnelles là-dessus. Donc dès 2007, je portais cette impossibilité qu'il y avait d'être à la fois maire et député. Pourquoi je le disais? Parce que j'avais été assistant parlementaire de François Léotard et je suis quelqu'un qui est juriste. J'ai fait des études à la fac d'Aix de droit, j'ai un DSS en droit et je sais que d'étudier un texte de loi, c'est des heures de travail pour arriver à l'assimiler. Quand je vous dis que sur un texte sur la moralisation de la vie publique, on a passé 50 heures de débat dans une semaine, qu'on m'explique comment en même temps on peut être l'élu d'un territoire encore plus éloigné. Un Parisien qui va quitter son arrondissement pour être à l'hémicycle, c'est facile pour lui. À une demi-heure de métro, c'est facile. Moi, quand je quitte Paris, pour redescendre à Saint-Raphaël, c'est 5 heures de train. Je ne compte pas le trajet entre mon bureau et la gare, ni entre la gare de Saint-Raphaël et chez moi. C'est 5 heures de train, et je peux travailler. Mais quand vous avez un texte qui se finit dans la nuit de vendredi à samedi, que vous partez le samedi matin, vous arrivez le samedi en début d'après-midi, et qu'il faut repartir dimanche après-midi pour être lundi matin sur place, vous ne pouvez pas en même temps gérer un autre mandat. C'est pas possible. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci à vos auditeurs.